est votre définition de la beauté? Est-ce une combinaison de critères tels que la forme, la couleur de la peau, la taille, qui flattent l'esthétique, en particulier la vue, comme le définit le dictionnaire Oxford? De toute évidence, les définitions de la beauté varient selon les pays, les cultures, les religions et les langues. Certaines sont plus introspectives, d'autres basées sur l'esthétique physique et d'autres encore sur le statut social. Lorsque nous transposons cette définition d'Oxford de la beauté dans un contexte africain, elle prend alors un sens encore plus complexe, en particulier à cause de l'histoire et plus spécifiquement du colonialisme et de la traite des esclaves qui interagissent avec le patriarcat pour perpétuer des standards occidentaux de la beauté en récompensant socialement et économiquement ceux qui se rapprochent le plus de ces normes occidentales. Cette sorte de gueule de bois coloniale de l'Afrique, certains l'appellent le colorisme, le biais du teint, la pigmentocratie ou encore le complexe des couleurs, décrivant le système de discrimination contre les personnes au teint foncé dans un même groupe ethnique. Bonjour mes amis, ce vol est une promesse, celle de commencer à décortiquer cette absurdité bien établie dans nos sociétés. Bienvenue à bord. Éphéméride africaine, pas mon papa. Notre Sankofa décolle direction l'Europe du IIIe siècle, avant les premiers contacts entre Européens et Africains, dans une période où la noirceur était déjà socialement construite par l'Église comme synonyme de péché, de mal et de démon. Et si ensuite nous nous envolons vers le sud jusqu'à l'Afrique du Nord, nous rencontrons le célèbre écrivain médiéval Ibn Battuta et l'entendons décrire la beauté des femmes les plus parfaites comme étant d'un blanc pur et gras. La raison en était simple, les riches n'avaient pas à travailler au soleil et ne manquaient pas de nourriture. Cela permet à beaucoup de soutenir que le colorisme existait déjà à l'époque, mais en tant que marqueur sociopolitique, tout comme dans de nombreux autres endroits du monde tels les Philippines, l'Inde et l'Europe. Vous connaissez bien la citation française qui dit que la noblesse a le sang bleu, encourageant les Français à améliorer leur statut de classe en étant le plus pâle possible au point que leurs veines en deviennent visibles. Le colorisme existait donc, semble-t-il, en Afrique du Nord, mais il a ensuite été exacerbé par deux périodes historiques majeures, durant lesquelles la contiguïté à la blancheur de la peau a permis de distinguer esclaves et non-esclaves. Première période historique, c'est la traite orientale d'esclaves, du 7e au 20e siècle, qui a vu l'expansion de l'islam sur le continent africain, expansion associée évidemment à un contrôle militaire et économique des Arabes, qui a résulté en un mélange des commerçants musulmans avec les Africains autochtones et produisant une élite africaine à la peau plus claire qui ensuite a aidé à faire le commerce d'Africains à la peau plus foncée, la plupart enlevés dans des régions non arabisées. Deuxième moment historique important, c'est bien sûr la traite négrière transatlantique qui a dépeuplé l'Afrique entre le 16e et le 19e siècle. Encore une fois, la couleur de la peau à cette époque était un signe extrêmement important de liberté. Tenez, en 1860, 40% des esclaves libres étaient de race mixte et seulement 10% étaient très noirs. Le colorisme a créé donc un ordre politique raciste et institutionnalisé selon lequel les esclaves au teint plus clair bénéficiaient d'un traitement préférentiel, y compris de meilleurs rangs dans l'armée coloniale et des méthodes d'asservissement moins rigides. Pour les femmes, cela se manifestait par des types de relations différentes qu'elles avaient avec les propriétaires d'esclaves blancs de sexe masculin. Ainsi, de nombreux esclaves ont tenté d'éclaircir leur peau avec des moyens rudimentaires pour obtenir un traitement préférentiel de leur maître blanc. Conséquence d'une telle stratification, ce sont des silos sociaux classant les personnes noires à la peau sombre comme laides, au contraire des personnes noires à la peau plus claire qui, dans leur proximité avec la blancheur des maîtres blancs, étaient considérés comme bien plus beaux. Cette codification de la peau est devenue une véritable unité de mesure qui a positionné le teint comme un facteur culturel déterminant, non seulement la beauté, mais aussi les opportunités, le statut social et plus fondamentalement, la féminité noire. Que diable vient faire la féminité dans tout ça, me direz-vous ? Eh bien, c'est simple. De la même manière que la peau claire offrait aux esclaves un capital et une mobilité sociale, le colorisme s'est ancré, lui,
dans les communautés noires africaines contemporaines pour devenir un outil patriarcal qui profite aux femmes africaines à la peau claire au détriment de celles à la peau plus foncée. Et je dis bien outil patriarcal à dessein dans le but de nous rappeler à tous que ces héritages des esclaves et du colonialisme fonctionnaient respectivement comme des outils de domination masculine et aussi comme des outils de la suprématie blanche et du patriarcat des hommes blancs. En conclusion, le colorisme est aujourd'hui plus qu'une gueule de bois coloniale. Il est devenu et est toujours une question de genre et de développement économique dans l'Afrique contemporaine que nous devons tous travailler collectivement à mettre en évidence pour finalement espérer l'éradiquer. Mon cliché africain du jour, c'est deux chanteuses africaines. L'une est sud-africaine, dénommée Nxosa, qui a dit, je cite, « J'ai la peau foncée depuis de nombreuses années et je voulais expérimenter ce que ça ferait d'être blanche et j'en suis heureuse. » Et l'autre chanteuse, c'est la Camerounaise Densia, qui elle est à la tête d'une entreprise florissante, vendant des crèmes éclaircissantes pour la peau et qui affirme d'ailleurs que la blancheur signifie la pureté. Rien que ça. Nxosa et Densia sont célèbres pour leur musique et maintenant pour leur peau devenue subitement blanche. Tout comme elle, selon une étude datant de 2011 de l'Organisation mondiale de la santé, 40% des femmes africaines blanchissent leur peau, dont 77% des Nigérianes, 60% des Togolaises, 35% des Sud-Africaines, 27% des Sénégalaises et 25% des Maliennes. Elles soutiennent que la peau claire, c'est ça le goût des hommes africains. Et pour leur défense, dans de nombreux pays africains, lorsqu'un homme fait fortune, il est très fréquent qu'il se cherche et se trouve une nouvelle compagne à la peau plus claire, le plus clair possible. De là à parler des joueurs noirs de l'équipe de France, il n'y a qu'un pas que je vous laisse libre de franchir. Depuis peu, le Rwanda, le Ghana et d'autres pays interdisent l'entrée de ces produits éclaircissants sur leur marché. Et des jeunes africaines telles la Kenyane Lupita Nyong'o revendiquent fièrement leur teint noir. Suffisant pour éradiquer le colorisme de l'esprit des hommes noirs? Eh bien, c'est une question que je vous laisse méditer, peut-être en lisant cette revue biopsychosociale sur les pratiques d'éclaircissement de la peau en Afrique, intitulée 50 nuances de clarté africaine. Je vous retrouve très vite à bord. Bonne journée et à bientôt.